Un podcast ici. C'est bizarre quand même, il n'y a pas de carte SIM dans ce téléphone. Ça m'a interloqué et je me suis dit, il faut creuser. J'ai une dame qui est nue, en porte-jartel, allongée sur un lit. Je ne sais pas qui c'est. D'environ 60, 65 ans, quoi. Elle semble dormir. Je me présente à l'accueil. Et là, je vois ce petit couple de papy-mamie, direct, je percute. C'est la dame qui est nue, allongée en porte-jartel sur le lit. 51 hommes ont été condamnés au terme des 2 procès des viols de Mazan, dont Dominique Pellicot, condamné à la peine maximale pour avoir drogué son épouse et l'avoir livrée sexuellement à des inconnus qu'il recrutait sur Internet. Mais cette affaire au retentissement mondial n'aurait pas existé sans le travail méticuleux d'un policier, le sous-brigadier Laurent Perret. Il est celui qui a eu l'intuition de chercher dans le téléphone de Dominique Pellicot après son interpellation dans un supermarché, celui qui a trouvé, visionné, retranscrit les conversations et les vidéos de Dominique Pellicot pendant des semaines. Et puis c'est aussi lui qui a révélé à Gisèle Pellicot qu'elle avait été victime de centaines de viols pendant plusieurs années. Une affaire qui a marqué sa vie d'enquêteur et sa vie d'homme. Je m'appelle Adèle Bossard, je suis journaliste à la radio Ici Vaucluse. Le 30 septembre 2021, je présente le journal le matin quand cette affaire est rendue publique. Et la simple lecture des faits à l'antenne me glace. Un retraité de Mazan a drogué sa femme pendant 10 ans pour la soumettre à des inconnus, puis filmer les viols. Je veux comprendre comment c'est possible. Alors je me plonge dans les 369 pages du rapport d'enquête et très vite, le rôle de Laurent Perret m'interpelle. Comment un gardien de la paix de Carpentras a eu le flair de creuser une histoire de voyeurisme au supermarché ? Comment il a travaillé ? Comment il s'y est pris pour l'annoncer à la victime ? Et puis comment il va après ça ? Je prends contact avec lui en septembre 2024, au début du premier procès des viols de Mazan, que j'ai suivi pendant plus de 3 mois. On se rencontre le jour du verdict, dans le hall du tribunal. Il a une 50aine d'années, un abord très facile et beaucoup à dire. Mais il a très peu parlé publiquement de son travail, de son investissement. Et pour la première fois, il accepte de raconter face à un micro le rôle majeur qu'il a joué dans cette affaire. Crimes et témoignages. Des histoires vraies de faits divers. Dans la tête du policier qui a découvert l'affaire des viols de Mazan. Le samedi 12 septembre 2020, à 15h15, les agents de sécurité d'un supermarché de Carpentras repèrent un homme qui filme sous les robes de plusieurs clientes. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte ? Allez, police direct. La police arrive au supermarché 15 minutes plus tard et interpelle le suspect. Il s'appelle Dominique Pellicot, il a 68 ans. Il est placé en garde à vue pour captation d'images impudiques. Dominique Pellicot reconnaît les faits. Oui, il est allé au supermarché pour filmer des femmes, mais il explique que son épouse est partie voir leurs enfants depuis 1 mois et qu'il a eu des pulsions, qu'il n'a pas l'habitude de faire ça. Tout ce qu'il y a dans son sac en bandoulière ce jour-là est saisi. Il y a ses clés, son portefeuille, son passeport, des photos de famille et un téléphone avec une carte SIM. Mais les enquêteurs trouvent aussi un autre iPhone, sans carte SIM celui-là. Et puis un caméscope, dont la sacoche contient des préservatifs. Laurent Perret, lui, ne travaille pas ce week-end-là, mais il accepte de dépanner un collègue malade. Il faut venir quelques heures au commissariat pour extraire du téléphone les vidéos tournées au supermarché avant la fin de la garde à vue. Donc je me rends dans mon bureau qui se trouve juste à côté et je commence mes exploitations. Je regarde dans quel téléphone se trouvent les vidéos et là je tombe sur cet iPhone. Et je me rends compte que lorsque je l'allume, en fait, il n'y a aucun icône qui apparaît, il n'y en a que 2. Il y a Skype et à côté il y a la galerie. Vous prenez n'importe quel téléphone de tout le monde, vous l'allumez, il y a plein d'icônes, que ce soit des jeux, des applications, tout ce que vous voulez. Et là je me dis c'est quand même bizarre, il y a quelque chose qui m'interpelle et je me dis, sachant que Skype, c'est un réseau de communication, il ne faudrait pas que ce monsieur ait envoyé à quelqu'un ces fameuses vidéos. En fait, le but, on me demande d'extraire ces vidéos, c'est pour appuyer la procédure. Et ça m'a interloqué de voir qu'il n'y avait rien.
Et là, se dire, c'est bizarre quand même, il n'y a pas de carte SIM dans ce téléphone, donc il doit se brancher en Wi-Fi. Je me dis, c'est pas normal. Voilà, ça m'a interloqué, et je me suis dit, il faut creuser. Et j'ouvre Skype. Et là, je vois toute une liste de pseudos. J'ouvre la première conversation, et là, je lis. Je lis et ça m'interpelle. Et je me dis, à un moment donné, je bug, comme on dit, et je me demande si j'ai bien compris ce que je viens de lire. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était la recette où il expliquait qu'il donnait 10 cachets de Temesta 2.5 à son épouse pour l'endormir et qu'il pouvait venir après, il n'y avait pas de souci. J'ai relu une seconde fois. Effectivement, là, j'avais bien compris ce que j'avais lu. J'ai dit à mon capitaine, j'ai dit, là, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dominique Pellicot est laissé libre à l'issue de sa garde à vue sur la captation d'images impudiques au supermarché de Carpentras pour laisser le temps aux policiers de poursuivre leurs investigations. Mais Laurent Perret, qui travaille alors à l'unité d'atteinte aux personnes, sent qu'une autre enquête démarre. Quand il ouvre l'application Skype, il y a des dizaines de messages. Il y a déjà, les conversations apparaissent, mais dans les conversations, il y a eu des échanges de photos qui sont grisés. Et comme le téléphone n'est pas connecté à Internet, je ne vois pas ces photos. Mais bon, il y a beaucoup de conversations. J'en lis une, j'en lis deux, j'en lis trois, et je me dis, là, il y a quelque chose de pas normal, quoi. Monsieur Pellicot, c'est un papy. J'ai compris tout de suite son vice de dire, voilà, j'ai un téléphone, il n'y a pas de carte SIM, hop, je passe tout par Internet. J'ai tout de suite tout compris, en fait, sa façon de procéder. Nous sommes des policiers aguerris, au groupe, à l'époque. Mais là, ça dépasse notre vécu quotidien, où c'est pas tous les jours qu'il y avait des viols d'enfants, de femmes ou hommes, parce qu'on gérait aussi les violences intrafamiliales, on gère aussi les signalements quand il y a un enfant qui est maltraité à l'école, tout ça, bon bref, le harcèlement scolaire. Mais là, c'était du niveau supérieur. En fait, tout de suite, on comprend. Donc, je montre à mon chef de groupe le contenu des messages le lundi à midi. Et là, on comprend. On me dit, Laurent, tu as levé un truc important. Mon chef de groupe me dit, il faut y aller, quoi. Et là, ma première préoccupation, c'est que je connais la liste. Je sais qu'il y a beaucoup de pseudos. Le nom exact, je ne l'ai pas en tête parce qu'on est au début de l'enquête. Et là, je me dis, tu n'as pas le droit à l'erreur. Voilà, je ne voulais surtout pas faire un vice de procédure ou quoi. J'ai dit, j'ai pas le droit à l'erreur. On y va, quoi. Pour accéder aux photos grisées découvertes dans les conversations Skype de ce téléphone sans carte SIM, il faut maintenant connecter le téléphone à Internet. Il faut savoir que le commissariat de Carpentras, à l'époque, n'était pas doté de Wi-Fi. Et il y a un hôtel en face de mon bureau. On captait le Wi-Fi. Je me suis simplement collé à la fenêtre. Et là, quelques premières photos apparaissent où je vois des jeunes filles. 16-18 ans, pas plus. Elles sont nues, attachées, style sadomasochiste, vous voyez. Et mais elles sont les yeux fermés, elles dorment aussi. Bon, je me dis, c'est bizarre ces photos. Je continue. Et puis, d'un seul coup, je me rends compte que la première conversation, ça disparaît. Et la deuxième conversation, elle disparaît. Et là, tout de suite, je coupe le Wi-Fi et je mets le téléphone dans mon avion. À ce moment-là, le policier comprend que Dominique Pellicot est en train d'effacer des données à distance. Il faut réagir vite, figer les messages pour pas qu'ils disparaissent. Les téléphones sont envoyés à une unité spécialisée en cybercriminalité pour éviter de perdre des preuves. Laurent Perret s'intéresse ensuite aux autres appareils saisis sur Dominique Pellicot, et notamment ce caméscope avec une carte mémoire à l'intérieur. J'ai une carte SD, j'ai une dame qui est nue, en porte-jartel, allongée sur un lit. Je ne sais pas qui c'est. Mais voilà, c'est une dame qui semble d'environ 65 ans, quoi. Nue, allongée en porte-jartel, et elle semble dormir. Donc j'acte, ce que je vois, j'acte. Donc une femme nue, en porte-jartel noir, allongée dans un lit, lumière tamisée. C'est vraiment l'état de la femme sur les photos qui interroge le policier. Il veut aussi en savoir plus sur ce médicament dont il est question dans les messages Skype. Ces 10 cachets que Dominique Pellicot dit mettre dans le vin ou dans la purée. Laurent Perret saisit alors l'Institut national de police scientifique pour connaître la posologie maximale du Temesta et les risques d'une prise de 10 comprimés de 2,5 mg. Et la réponse, elle a été claire, nette et précise, en caractère gras. Le pronostic vital de la personne était engagé, quoi. Et donc, une fois de plus, ça a aggravé. On montait en échelon, en fait, dans la gravité. Et encore plus grave, et encore plus grave, et encore plus grave. Et plus on avançait dans les jours, et plus je me disais, il faut faire vite. Et bien. Pendant plusieurs jours, Laurent Perret décortique ce qu'il trouve sur le téléphone et dans l'application Skype. Les conversations, les pseudos, puis il reporte sur procès-verbal tout ce qu'il voit.
Mes journées, elles ressemblent à de l'exploitation de photos, vidéos, retranscriptions. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai pas vu des scènes sexuelles, j'ai vu des scènes de violence. Et voilà, mon quotidien, c'est ça en fait. C'est voir les photos, les retranscrire avec le maximum de détails. Ouais, c'était gore. Et en fait, je vois une personne victime de violence. Je vois des choses. Je vois des gens qui pratiquent des actes sexuels, mais de violence, pour moi, c'est de la violence. Je me rappelle d'une vidéo où monsieur met son sexe dans la bouche et elle manque de s'étouffer. Vous voyez, quand on parle de vidéo, j'entends Mme Gisèle ronfler. Et ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas oublier. Ça marque, vous voyez, ce genre de choses. Ça marque et ça a été compliqué, mais il fallait garder le cap. Car Laurent Perret anticipe déjà une prochaine étape difficile. Il va devoir annoncer ce qu'il vient de découvrir à la femme endormie qu'il voit sur les photos. Je focalisais sur cette audition parce que j'appréhendais quand même. Parce que là, c'est à moi d'expliquer à cette pauvre dame que c'est la victime, quoi. Et annoncer à une victime qu'elle a été violée peut-être 300 fois, c'est pas rien, quoi. J'annonce quelque chose de grave. On cogite la nuit, on cogite le matin, l'après-midi, le soir. Des fois, je faisais un truc la journée, je me dis, ah bah tiens, ma question, je vais la tourner dans ce sens-là. Et en fait, je revenais, vous griffonnez. Sur la table de ma salle à manger, j'avais un papier, un stylo, et je me réveillais la nuit, paf, une question, je venais, je griffonnais, et hop, je retournais me coucher. Et, ça a été comme ça pendant un mois et demi, ouais. Il fallait vraiment que pour cette victime, que je ne connaissais pas encore, il fallait vraiment que je m'applique, et c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu mon cap jusqu'au bout, quoi. Plus l'audition approche et plus Laurent Perret ne pense qu'à ça, à Gisèle Pelicot qui va s'installer dans son bureau sur l'une des deux chaises en face de lui. Il sait l'ampleur de ce qu'il va lui révéler, il pressent la déflagration que ça va provoquer et il veut s'assurer qu'elle sera prise en charge après cette audition. Je m'attendais à ce que Madame Gisèle, elle soit un impact violent, quoi. Et donc je ne souhaitais pas la laisser comme ça. Alors en amont, j'avais, avec l'accord de mon chef de groupe, je lui avais dit, écoute, ce qui serait bien, c'est que, vu le mur qu'elle va prendre en pleine figure, Madame Gisèle, ça serait bien qu'on fasse venir la psychologue du commissariat d'Avignon. Il me dit, ok, pas de souci. La date d'audition est fixée. Dominique et Gisèle Pelicot sont convoqués ensemble le lundi 2 novembre 2020 au commissariat de Carpentras. L'accueil m'appelle et me dit, Laurent, monsieur et madame Pelicot sont arrivés. Je leur dis très bien, tu les fais patienter. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais, quoi, c'est l'heure. Et donc, je me présente à l'accueil. Et là, je vois ce petit couple de papy-mamie, entre parenthèses. Je vois enfin madame Gisèle. Et tout de suite, je me dis, c'est la dame qui est nue allongée en porte-jartel sur le lit. Direct, je percute. Et je me présente. Et je lui dis, madame, je vous demandais de me suivre. On va faire une petite audition. Très bien. Elle est souriante, et on arrive dans mon bureau. Je ferme la porte pour pas être dérangé. Et on commence. Elle était souriante, très avenante. Et là, je lui dis, bon, qu'est-ce que vous avez à dire sur les faits qui se sont passés, Leclerc, tout ça. Et là, elle est confuse en excuses, en fait. Elle arrête pas de me dire, je suis désolé. Oui, mon mari, il a eu un petit égarement. Parce que j'étais pas là, ça faisait un mois que j'étais à Paris chez ma fille, je suis allé voir mes enfants. J'ai dit parce qu'il faut qu'on comprenne quand même cette situation. Elle me dit oui, pas de souci. Et j'enchaîne quelques questions, le nombre de rapports qu'ils ont, est-ce que ça pourrait être en lien avec ça. Et elle me dit mais qu'ils sont un couple normal, qui ont une vie sexuelle normale pour des gens de 70 ans. Je rentre pas dans les détails. Et puis hop, je monte d'un cran. Et je lui dis, voilà, vous fréquentez les boîtes d'échangistes, tout ça. Elle me dit, ah non, absolument pas. Est-ce que monsieur vous a déjà trompé, ou vous-même, vous l'avez déjà trompé? Elle me dit oui. Mais nous nous sommes pardonnés, on s'aime. Et là, dans ma tête, je me dis, l'amour qu'elle voue pour son mari. L'attitude de Gisèle Pelicot pendant cette audition confirme ce que craignait l'enquêteur. Pendant toutes ces années, elle n'a rien soupçonné, elle ne sait rien, elle ne se doute de rien. L'objectif principal de Laurent Perret à ce moment-là, c'est qu'elle prononce elle-même le mot viol, qu'elle comprenne qu'elle est victime et qu'elle dépose plainte. Donc à un moment donné, je lui dis, je vais vous montrer une première photo. Et je vais vous demander de me dire ce que vous voyez sur cette photo. Et en fait, la photo, c'est la fameuse photo que je découvre sur la carte SD où elle est nue en porte-jartel allongée sur un lit. Et là, elle bug, elle marque un temps d'arrêt. Et donc je la relance. Je dis, madame, vous pouvez me dire ce que vous voyez sur cette photo? Et là, elle dit, mais c'est moi.
Et vous vous trouvez où? Mais si je suis dans ma chambre, mais je dors. Et elle me dit, c'est quoi ce porte jartel? Je mets pas de porte jartel. Et j'écris tout ça. Et c'est parti. Et là, elle me regarde, elle me dit, c'est quoi le rapport avec l'affaire de Leclerc? Alors, je ne l'ai pas bombardé de questions. Je lui ai montré de mémoire 5 photos. Elle a refusé de voir une vidéo. Et ce que j'avais sélectionné, c'était le plus soft. Première photo, premier individu. Deuxième photo, deuxième individu. Troisième photo, troisième... Elle dit, mais je connais pas ces gens, mais c'est chez moi, mais c'est mon lit, mais qu'est-ce qu'il me fait, machin. Et là, c'est parti, là, elle est en train de comprendre, en fait. Et là, je lui dis, d'après vous, ces hommes-là, ils sont en train de faire quoi? Parce que vous me dites que vous dormez. Elle me dit, oui, je dors, là. Oui, je dois dormir, parce que je me rappelle pas. Mais ils me violent. Elle avait compris. Et elle m'a dit le mot viol, et c'était exactement ça. Je l'ai perdu, en fait. Prolonger l'audition, ça servait à rien parce que dans son regard, elle était plus là en fait. Et je lui pose la dernière question, souhaitez-vous déposer plainte contre votre mari et toutes les personnes qui seront identifiées dans ce dossier? Elle arrive quand même à me dire oui, je dépose plainte contre mon mari et toutes les personnes que vous pourrez identifier dans le cadre de cette procédure. Et c'est fini, il n'y a plus de mots qui sortent de sa bouche, c'est terminé. Elle est figée devant moi et là je me dis stop. Des fois, on sent une boule. Et on sent une lourdeur qui descend dans les pieds. Vous voyez. Et là, ça m'a fait ça. Son audition aura duré plus de 2 heures. Laurent Perret laisse Gisèle Pelicot s'entretenir avec la psychologue. Le soir, vous mangez Pelicot, vous dormez Pelicot, vous levez Pelicot. On est vidé, mais on se dit que tout le travail des 1 mois et demi en arrière, à se lever plusieurs fois dans la nuit, à préparer des questions, ça a payé en fait. Il va bientôt faire nuit. Laurent Perret ne veut pas laisser Gisèle Pelicot repartir seule. Il organise son retour chez sa voisine à Mazan, à une dizaine de kilomètres de là. Des policiers en civil la raccompagnent dans une voiture banalisée pour ne pas éveiller les soupçons. Laurent Perret, lui, reste au commissariat. Il doit maintenant prévenir la famille. Gisèle Pelicot lui a conseillé de commencer par le mari de sa fille Caroline. Et là, je lui explique très simplement, avec des mots simples, je dis voilà, il s'est passé ça, mais ça c'est pareil. Aller annoncer à un gendre que sa belle-mère, elle n'a pas été violée 1 fois, 2 fois, mais c'est compliqué. Déjà, faut y aller encore. Et ben, on repart au charbon, comme je dis. Et il me dit, écoutez, j'avise mes beaux-frères, ma femme, demain matin, on est dans votre bureau. Et on arrive le lendemain matin. J'arrive à 8h, comme d'hab, petit café, débrief avec les collègues de groupe. Et là, mon téléphone sonne. L'accueil qui me dit, les enfants Pelicot sont là. Allez, on se remet un petit coup de boost et on se dit, bon ben, je sais que je me retrouvais confronté à 3 ou 4 personnes, je ne savais pas combien ils étaient, à des gens qui vous regardent. Ils savent qu'il s'est passé quelque chose, mais ils ne savent pas quoi exactement. Et il faut y aller, quoi. Et là, on y va. Je descends à l'accueil. Je vois 2 garçons et une femme. Je me présente, donc ils s'expliquent, ils me disent qu'ils sont les enfants de M. et Mme Pelicot. Et je les invite à me suivre dans un bureau à proximité qui, à la base, est un bureau de plainte. On reçoit les gens pour les plaintes. Et donc, on rentre dans ce bureau et je me retrouve face à 3 personnes qui me regardent et qui attendent. Et là, je me dis pareil, c'est compliqué de... Comment je vais annoncer ça? Je vais me baser sur comme j'ai annoncé aux gens, en fait. Et là, le fils aîné, le plus costaud, là, il me dit allez-y, dites ça. Il a compris que j'étais gêné et il m'a dit écoutez, dites-nous la vérité, dites-nous les choses sans filtre, quoi. On va penser bien que j'ai quand même pris un peu des pincettes. Et donc, je leur explique à ces 3 enfants. J'ai dit bon, bah, ok, on y va. Je vais vous expliquer succinctement ce qui se passe et je leur dis. Papa, il s'est fait choper, on m'a demandé d'extraire les données et quand j'analyse les données, je tombe sur des contenus qui laissent à penser que votre maman a été violée par plusieurs individus. C'est compliqué quand même, mais il faut rester droit, quoi. D'autant qu'il y a un autre détail qui a bouleversé Laurent Perret juste avant de rentrer dans son bureau. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans mes exploitations, j'ai une femme blonde. Elle est allongée sur un lit en culotte et j'arrive pas à l'identifier, cette dame. Mais cette dame, en fait, elle est devant moi. C'est la fille Pelicot. À l'issue de l'audition, le policier raccompagne les 3 enfants à l'accueil et file demander à son chef de groupe d'entendre la fille de Gisèle et Dominique Pelicot.
cette jeune femme qui apparaît sur les photos. Mon chef de groupe a commencé son audition, et j'avais regagné mon bureau, je continuais mes investigations. Et là, j'entends hurler dans le commissariat. Caroline Darian est aujourd'hui persuadée que son père l'a elle-même sédatée, ce que Dominique Pellicot a toujours nié. L'enquête, à ce stade, n'a pas permis de le démontrer officiellement. On n'avait pas le choix non plus que de les confronter aux faits, en fait. Mais ça a été difficile de leur annoncer, parce que j'ai conscience quand même que j'ai sauvé une victime, mais on détruit une famille quand même. Moi, cette réflexion, je me la suis faite. Ouais. Le 4 novembre 2020, une information judiciaire est ouverte contre Dominique Pellicot pour, entre autres, viols aggravés avec administration d'une substance à la victime à son insu. Une juge d'instruction est nommée et face à l'ampleur de l'affaire, le commissariat de Carpentras est dessaisi de la suite de l'enquête au profit de la police judiciaire d'Avignon. En fait, les enquêteurs de la PJ disposent de plus de moyens et vont pendant plusieurs mois identifier, interpeller les dizaines d'hommes qui apparaissent sur les vidéos. Ça veut dire que le travail de Laurent Perret et de ses collègues à Carpentras s'arrête là. Mais un mois plus tard, Gisèle Pellicot se présente à nouveau au commissariat. Alors quand on me dit que Madame Gisèle est à l'accueil, qu'elle souhaite me voir, je suis content parce que je me dis, je vais voir son état d'esprit. Est-ce qu'elle a repris du poil de la bête et donc elle monte dans mon bureau, elle est avec sa voisine de maison justement. Elle me dit, voilà, j'avais envie de vous revoir, ça me fait du bien. Donc je suis content, je dis, moi aussi je suis content. Et là elle s'arrête et elle me dit, elle se met à pleurer, elle me dit, mais pourquoi vous avez mis autant de temps ? Elle me dit, la police judiciaire d'Avignon m'a informé que la veille de votre audition, il a remis ça. À mon tour, je prends une claque, je me dis, j'ai fait ce que j'ai pu parce que je voulais être, comme j'ai dit, rapide et bien. Et jamais j'aurais pensé que la veille, il ose recommencer, quoi. Parce qu'il se savait pris, tout simplement. Et donc j'en ai été désolé. J'ai fait mon maximum, tout simplement, et j'ai vraiment fait le maximum. 4 ans plus tard, presque jour pour jour, le premier procès dit des viols de Mazan s'ouvre devant la cour criminelle du Vaucluse à Avignon. L'audience va durer près de 4 mois. Et dès le premier jour, Gisèle Pellicot renonce au huis clos auquel ont droit toutes les victimes de violences sexuelles. Pour que la honte change de camp, explique-t-elle. Le 3e jour, 2 policiers de la PJ d'Avignon sont appelés à témoigner. En fait, c'est l'usage dans un procès. Le directeur d'enquête est normalement le seul à venir à la barre pour détailler le travail des équipes. Là, l'enquête est telle qu'ils sont 2 et que leur résumé prend presque 2 jours d'audience. Laurent Perret, simple gardien de la paix, ne témoigne pas. C'est Gisèle Pellicot qui dit son nom à la barre. On est le 5 septembre 2024. Elle s'avance au micro, on entend sa voix pour la toute première fois. Et ses premiers mots sont pour Laurent Perret. J'étais au travail ce jour-là. Et les policiers qui assuraient la sécurité dans l'enceinte du tribunal, et notamment dans la cour criminelle, on se connaît tous entre policiers. Hein. Et là, j'ai un collègue qui m'appelle, il me dit Lolo, il me dit Madame Gisèle, elle est passée à la barre, et d'entrée, elle a cité ton nom, elle te remerciait, et elle disait les policiers m'ont sauvé la vie. Je m'attendais pas à ça, et je lui ai dit merci, c'est gentil. C'est la satisfaction du travail bien accompli, quoi, en fait. Je l'oublierai jamais, elle m'oubliera jamais, quoi. Après, elle a peut-être beaucoup de gratitude pour moi, mais je pense que de se rappeler de Laurent Perret ou de me voir, je voudrais pas que ça la ramène en arrière à cette claque qu'elle prend dans mon bureau aussi. Donc, je pense que moins elle me voit, moins elle entendra mon nom, mieux c'est pour elle de se reconstruire. Laurent Perret est au tribunal d'Avignon le 19 décembre, jour du verdict du premier procès. Il fait partie des 4 policiers choisis pour assurer la sécurité de Gisèle Pellicot. Et il revient au procès en appel, presque 1 an plus tard, le mardi 7 octobre 2025, cette fois en civil, pour témoigner à la barre de l'état psychologique de Gisèle Pellicot, le jour où il lui apprend ce dont elle est victime. Il confie au juré « J'ai été très touché de devoir lui faire du mal ». Après cette enquête, Laurent Perret a d'ailleurs préféré changer d'unité. Ça m'a usé, moralement ça m'a usé, et pour moi l'unité atteinte aux personnes c'était fini, j'ai fait le tour. Et j'étais arrivé au bout, j'ai changé d'unité, je suis dans une autre unité dont je ne souhaite pas parler, mais ça, c'était fini pour moi.
C'était dans la tête du policier qui a découvert les viols de Mazan. Mixage, Christian Chazalon. Production, Bénédicte Bourdial, studio de création ici. Pour écouter d'autres épisodes de Crimes et témoignages, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!